Professeurs, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, avant de débuter, je voudrais tout d'abord excuser monsieur le gouverneur Olivier Schmitz qui est retenu ailleurs pour une autre réunion et ne pourra pas nous rejoindre ce soir, peut-être en deuxième partie de soirée. Après 1 an et demi d'interruption des cours-conférences du Collège Belgique et de toutes nos autres activités en présentiel d'ailleurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille de nouveau dans les salons du Palais provincial ici à Arlon pour assister à la conférence de ce soir, qui était d'ailleurs, si je ne me trompe pas, programmée en mai 2020 déjà. Oui, c'était. Il est vrai que grâce à la technologie, nous avons pu maintenir le lien pendant ces longs mois et recevoir lors de sessions virtuelles d'autres orateurs de qualité venus partager leur savoir et leurs expériences avec nous. Mais quel bonheur d'enfin nous revoir en présentiel. Le thème du jour s'intitule « Complexité de la prise de décision et enjeux éthiques dans le monde digital ». Je suis nullement spécialiste du sujet, mais je suis très curieux de le découvrir avec vous. Pour nous en parler, j'ai le privilège d'introduire le professeur honoraire Pierre Kunsch de l'Université libre de Bruxelles. Professeur, vous avez un lien tout particulier avec la ville d'Arlon, puisque vous y êtes né et y avez fait vos études secondaires. Vous avez ensuite poursuivi par des études supérieures, obtenu tout d'abord une licence en sciences physiques à l'Université de Liège, et ensuite un doctorat en chimie physique en langue allemande à l'École polytechnique fédérale de Zurich en 1977. De retour en Belgique, en 1978, vous avez travaillé jusqu'en 2010 dans le secteur nucléaire, notamment à la Belgonucléaire, chez Siemens, et à l'Organisme national de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, l'ANDRAF. En parallèle, vous avez mené des travaux en recherche opérationnelle, des études à l'école de commerce Solvay, et vous êtes devenu professeur en recherche opérationnelle et dynamique des systèmes de 1997 à 2020, à l'ULB, à l'école polytechnique, et à la VUB, à l'école de commerce Solvay. Après cette riche carrière au service de la science, vous êtes aujourd'hui professeur honoraire. Toutefois, vous poursuivez vos recherches dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, après avoir contribué à plus de 100 articles et chapitres d'ouvrages scientifiques. Vous donnez également régulièrement des conférences, dont celle qui nous réunit ce soir. Avant de vous céder la parole, professeur, il me reste à communiquer quelques informations pratiques concernant les mesures sanitaires toujours en vigueur dans les salles de conférence. Je voudrais en effet rappeler que le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du cours conférence, vous en trouverez à l'entrée, à l'exception de l'orateur pendant sa prise de parole. Ensuite, lors de la réception qui suivra dans les salons annexes, le port du masque ne sera plus obligatoire, puisqu'il s'agira alors de respecter le protocole HoReCa pour des événements de moins de 200 participants. Merci à toutes et tous pour votre compréhension. Voilà, professeur, je vous cède la parole et je vous souhaite à toutes et tous une enrichissante conférence. Oui, merci beaucoup. Donc, vous m'entendez, peut-être que parfois je vais m'éloigner un peu du micro. Enfin, je crois que j'ai une voix qui porte assez bien, donc merci de cette introduction. Donc, je suis évidemment content et heureux de me trouver de nouveau à Arlon. Donc, j'ai beaucoup de contacts encore à Arlon, un peu de famille encore, ce qui reste. Et bon, donc voilà. Alors, j'ai peur que ça va peut-être être un sujet un peu sévère, je ne sais pas, enfin, vous verrez bien. Si je vois que tout le monde s'endort, j'essaierai d'être un peu d'animation. Donc voilà, ça c'était le titre qu'on a déjà vu, bon, c'est un peu sibyllin effectivement. Alors au vu de l'actualité, dont je vais assez bien parler, j'ai quand même un petit peu changé, j'ai rajouté un sous-titre si on veut, qui est ici à droite. Donc je vais parler des échecs, parce que je crois qu'on est dans une période, on le voit un peu partout maintenant, dans le monde entier peut-être, il y a beaucoup d'échecs. Des échecs, ce que j'appelle de la pensée stratégique dans les situations complexes. Et pourquoi est-ce qu'il y a des échecs? Peut-être justement parce que la pensée elle est trop simple, trop simpliste, et qu'on ne prend pas en compte ce que j'appelle la complexité dynamique. Je définirai évidemment le concept. Et donc tout ça, évidemment, tous ces échecs ont des très fortes implications sur le bien-être des gens, donc sur l'éthique, la façon dont on souffre de ce qui se passe.
D'autre part, on est un peu livré aujourd'hui à ce qu'on appelle les algorithmes. Je suppose que tout le monde a déjà entendu parler de ce terme. Donc ça fait référence à l'intelligence artificielle qui fait parfois peur. Je vais essayer de dissiper certaines peurs et peut-être en créer de nouvelles, je ne sais pas comment faire. Alors voilà, donc j'espère que ça va avancer ici. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah voilà. Alors, donc, au moment où je préparais l'exposé, j'ai un peu revu ma copie parce que justement, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Vous lisez ça ici, toutes les restrictions sanitaires, notamment à Bruxelles, où c'est encore plus grave. Je suis un peu étonné de voir encore des masques. Je pensais que dans la région francophone, c'était terminé. À Bruxelles, en tout cas, c'est pas fini, puisqu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a les talibans qui sont entrés à Kaboul. Il y a eu les inondations. Le gouverneur apparemment s'en occupe cet après-midi. Il y a eu quelques inondations aussi en province de Luxembourg, apparemment, sur Lourdes. Il y a les occupations d'églises dont on parle périodiquement par des sans-papiers. Toutes les annonces catastrophistes du GIEC qui nous annoncent que la fin du monde c'est pour dans 10 ans. Et alors on augmente maintenant le prix de l'électricité, le gaz devient extrêmement cher parce qu'une croissance exponentielle. Bon, je parlerai un peu de certains de ces sujets par la suite. Alors tout ça, ça fait un peu suite, enfin il y a toujours eu des périodes difficiles. Si on regarde dans l'histoire, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ça fait suite un peu à toutes sortes de choses qui sont passées au XXIe siècle et qui continuent. Donc ce sont tous les problèmes qu'on a eu, les luttes contre les drogues, l'alcool, vous vous rappelez tous de la prohibition des États-Unis, l'immigration qui devient un très grand problème, les immigrations clandestines avec les passeurs, le terrorisme islamique, dont on a eu notre part en Belgique aussi. Et en fait, tout ça, c'est des échecs en grande partie. Et on a peu, je suis un peu pessimiste de nature, on a peu de perspectives de grande réussite. Alors, ça m'inspire un petit peu, peut-être un petit mot d'humour ici au départ, avec les dessins de Kroll à propos des vaccinations à Bruxelles, des Américains qui sont en train de quitter, un peu comme le Vietnam autrefois, par la porte de derrière, enfin, ils n'ont pas l'air très fiers. J'ai pensé à la parole de Clémenceau, le grand politicien de la Première Guerre mondiale, qui disait « La guerre est chose trop sérieuse pour être trop grave, pour être confiée à des généraux ». Je me suis parfois demandé, en voyant tous ces échecs, est-ce qu'on ne devrait pas dire aussi que beaucoup de décisions, des décisions complexes, sont trop graves et trop complexes pour être confiées. J'avais d'abord mis à nos hommes politiques, je me méfie un petit peu parce que je ne sais pas qui est dans la salle. Donc j'ai mis nos dirigeants. Mais les dirigeants, c'est peut-être aussi vous, quelque part. Si vous êtes chef de famille ou chef de famille, on fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup d'échecs dans nos vies. Et c'est peut-être justement parce que notre pensée est trop simpliste. Alors voilà, alors un autre conseil qui est très important, en amour notamment, méfiez-vous des commencements. C'est une parole d'Ovide. Il y a des problèmes, vous vous lancez dans une belle aventure, mais il y a des risques quand même qui sont tout petits au début, vous ne voyez que les bons côtés, et puis ça grandit, et voilà, à un moment donné, la catastrophe est là. Et ça fait partie peut-être de la pensée simpliste. Alors une autre citation, c'est celle de Guillaume II, qui s'est réfugié chez ça, je ne sais pas très bien si c'était sa cousine ou sa tante en Hollande après la défaite allemande en 1918, qui a dit « Das habe ich nicht gewollt ». Pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand, ce n'était pas ce que j'ai voulu, ce n'était pas mon intention. Alors ça, c'est le titre d'un livre extrêmement intéressant qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs pour préparer cette conférence. C'est un livre, malheureusement, qui n'est publié, je pense, qu'en néerlandais pour l'instant, d'un auteur, journaliste hollandais, Maarten Reinders, dont le titre c'est « That was niet de bedoeling ». Donc, ce n'était pas l'intention, justement. Et alors, dans ce livre, il donne toute une série d'exemples, je vais en traiter 2 ou 3, de comment il est possible que la politique, et c'est très fréquemment le cas, mais peut-être dans d'autres domaines aussi que la politique, a exactement l'effet inverse de ce que les créateurs visent. Donc on a
des mesures et des inventions, des conséquences que personne n'avait anticipées. Donc des effets collatéraux, souvent pervers, malheureusement. Et la fin est inattendue et malheureusement le plus souvent malvenue. Alors, moi je pense, je suis un peu pessimiste, comme je vous l'ai dit, quand je vois un petit peu ce qui se passe maintenant. On a eu beaucoup d'interdictions ces derniers temps, on prépare encore d'autres interdictions. Moi je suis très sceptique et je vais essayer de faire passer un peu ce message. On va interdire des tas de choses. Et je me demande si c'est une bonne idée. Voilà. J'en parlerai un petit peu. Par exemple, on va interdire les voitures diesel en 2030, par exemple 2035. C'est pas. Est-ce une bonne idée? C'est une mauvaise idée? On va interdire le nucléaire. Comme vous le savez, c'est un des débats sur lesquels je suis très actif pour l'instant. Les énergies fossiles, ok, ça c'est peut-être moins problématique, encore que je ne vois pas toujours très bien. On prépare des lois anti-pandémie. Moi, je ne sais pas. J'ai un peu peur que tout ça va conduire peut-être à des régimes totalitaires à un moment donné. Je ne voudrais pas l'avoir. Mais je vais essayer d'exposer mon point de vue. Et donc, dans cette conférence, il y aura 3 parties. Donc, justement, les mots-clés sont en gras. Ce sont les échecs de la pensée complexe face à la pensée simpliste qui est trop répandue, non seulement dans la politique, mais dans beaucoup de domaines. Tout ce qui est décideur, en fait, mais dans les entreprises aussi, c'est la même chose. Il y a des manquements. Et on doit, je pense, et c'est la deuxième partie de l'exposé, je pense qu'il faut développer des outils pour penser complexe. Donc abandonner ce simplisme, je fais peut-être des illusions, mais c'est un très long combat que j'ai essayé d'entamer un petit peu dans mes travaux universitaires, notamment, et dans l'éducation que j'ai donnée aux jeunes à Bruxelles. Et donc le troisième partie, ce serait, je vais un peu voir quel est le risque que les algorithmes peuvent éventuellement nous faire courir, parce que c'est important aussi aujourd'hui l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont des amis ou des ennemis? Est-ce qu'ils nous aideront en tant qu'aide à les décisions? Il y a des instruments formidables, mais certains peuvent créer de vrais problèmes. Alors je vous conseille toujours le livre de Yuval Noah Harari, qui est un livre magistral, enfin très très intéressant, que peut-être certains d'entre vous ont lu. 21 leçons pour le 21e siècle chez Albin Michel. C'est un tout gros volet, mais il faut pas mal de patience. Mais c'est passionnant, il a pas mal d'humour dans ce qu'il écrit. Mais on en sort un peu quand même, pas toujours très joyeux. Bon. Alors, première partie, donc l'échec de la pensée complexe. Tout d'abord, je cite un philosophe que j'aime beaucoup, Edgar Morin. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il est grec, en fait, c'est un grec d'origine. Donc, lui dit qu'on est encore dans la préhistoire. Il a écrit ça en 1990, mais ça reste probablement vrai, malheureusement. Alors, il y a mon collègue Lambros Kolubaritsis, qui s'excuse de ne pas pouvoir être ici, qui est mon promoteur académique, parce que moi je ne suis pas à l'académie, donc il faut être couvert par quelqu'un de l'académie, qui a écrit donc aussi des livres magistraux. Il y a 2 tomes. Je crois qu'il y a certainement pas loin de 2000 pages, peut-être. Bon, enfin, si vous avez le courage de le lire, je peux le dire comme ça, parce qu'il n'est pas là. Mais c'est très intéressant aussi. Et pour lui, c'est le défi majeur du XXIe siècle. Nous échouerons, je crois, si on ne s'attaque pas à cette question de la complexité. Je pense qu'on aura de très grands problèmes, en Europe notamment, avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pensée simpliste? Eh bien, c'est celle qu'on pratique tous probablement. C'est qu'on a certains objectifs, que ce soit dans la vie, pour atteindre certains résultats, etc. Et on prend des décisions, et puis on s'attend à ce que directement il y ait des résultats. Bon, c'est assez simple. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne linéaire. D'autre part, on ne prend pas en compte le temps là-dedans. Si vous faites une politique quelque part, une politique de gestion, par exemple des barrages, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Donc il faut entretenir tout ça. Ça prend du temps. Et d'autre part, il y a un grand problème aussi, c'est que nous avons une très mauvaise appréhension des phénomènes de type exponentiel. Par exemple, le virus Covid, c'est un phénomène exponentiel qu'on n'a peut-être pas bien apprécié, parce que notre cerveau, que j'appellerais reptilien, peut-être c'est un peu facile, ont tendance à extrapoler d'une façon linéaire tout ce qui se passe. Et ça, c'est un autre effet de la linéarité. Et d'autre part, nous ne tenons pas compte de tous ces effets
je dirais, pervers qui peuvent se produire, les dégâts collatéraux de nos décisions. Donc pensez à l'amour, prends garde à toi, dans Carmen de Bizet, c'est exactement ça. On ne voit pas, on est très heureux sur l'instant, mais on ne voit pas qu'il y a peut-être des conséquences. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais les feedbacks. Je pense que le terme est familier. Ce sont les causalités circulaires en français. Alors attendez, mais je recule là plutôt que d'avancer. Voilà. Donc la pensée complexe, elle est par définition non linéaire, c'est-à-dire qu'elle travaille en boucle. Elle est dynamique, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte du facteur temps, ce qu'on fait rarement. Et donc, d'autre part, nous ne sommes pas seuls au monde. C'est-à-dire que quand on prend une décision, par exemple, les Américains se lancent contre les Russes en Afghanistan par l'intermédiaire des talibans, il y a des réactions après à long terme. Et maintenant, c'est les talibans qui ont leurs armes, qui luttent contre les Américains. Voilà. Ça, c'est un exemple. Donc, il y a d'autres partenaires, avec certains retards parfois, qui vont agir et qui vont agir peut-être pas en accord, donc qui sont antagonistes, de façon antagoniste à ce que nous souhaitons. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette complexité? C'est un terme évidemment un petit peu scientifique. Enfin, moi, je le vois du côté de la science, si on veut. Donc, il y a ce livre remarquable, qui est déjà un petit peu ancien, 1990, donc de David Ruel. David Ruel, c'est un Belge qui est originaire du Hainaut, je ne sais plus très bien de quelle commune, qui vit toujours, il a 80, c'est un peu plus âgé que moi, et il a écrit Hasard et Canon. Il a travaillé Prigogine, enfin, il était en France, au Collège de France, enfin, il a fait beaucoup de trucs très intéressants. Et alors, lui dit, bon, le hasard, finalement, la complexité, c'est le hasard et le chaos. Voilà, c'est un peu simple. Donc la nature, elle est double, si on veut. C'est que ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui sont imprévisibles. Donc il faut vraiment un petit peu avoir le flair pour voir ce qui peut se passer. D'autre part, on a un manque de contrôle. Ça, c'est la définition du chaos. En tout cas, c'est sa nature. Et tout ça, ça crée la peur. Et c'est cette peur qui souvent nous amène à prendre de mauvaises décisions et donc qui induit en erreur. Donc la cause au départ, la cause profonde, ce sont toutes ces interconnexions. Au fond, nous vivons dans des systèmes. On a déjà un système ici, la salle qui est ici. Il y a des interactions. Peut-être que quelqu'un peut... Non, j'allais dire quelque chose, je ne le dis pas. Mais il y a des interactions entre toutes les personnes qui sont ici. Par exemple, une société humaine, une entreprise, une famille, c'est tous des systèmes. Et tout ça est interconnecté et dès lors soumis au hasard et au chaos. Qui en sont, donc c'est parce que tous ces systèmes sont dynamiques, il y a des interactions, il y a des conséquences qui sont parfois imprévisibles, et elles sont, donc toutes ces interconnexions, évidemment, aujourd'hui, elles sont presque devenues virtuelles avec les moyens de la société digitale. Et donc, en fait, le monde entier est connecté aujourd'hui. Donc, le hasard et le chaos, c'est au centre de nos existences. Notre naissance même, c'est un événement hasardeux dont la probabilité était quasi nulle. Que nos parents se rencontrent et un rapport sexuel tel jour, à telle heure, etc. Donc, tout ça est tout à fait de hasard. Il y a des éléments clés dans nos vies. Nous savons tous que parfois, moi j'ai un jour raté un avion et j'ai changé de carrière à cause de ça. Parce que je n'ai pas voulu aller en train à la place. Donc il y a beaucoup de choses qui sont cachées et inaccessibles à notre connaissance. Et disposer de plus d'informations ne change pas grand-chose. Parce que finalement, on est bombardé d'informations. Sans compter aujourd'hui, il y a tout le temps des notifications, on n'est pas trop sûr que c'est vrai ou c'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle les fake news. Tout ça donc crée la peur. Un sentiment de fatalité est paralysant en fait, dans l'action. Et c'est peut-être un peu au-delà de cette difficulté qu'on doit passer. Alors le monde est interconnecté et effectivement il y a c'est même plus qu'une métaphore du small world, le petit monde. Parce que si on prend, donc on regarde un petit peu deux personnes n'importe où, même sur des continents différents, bien on trouve qu'en moyenne, il n'y a pas plus que 6 personnes intermédiaires entre les deux. Sauf peut-être un Indien du Mato Grosso dans une tribu qu'on n'a pas encore découvert.
Donc vous êtes tous liés, par exemple, à Biden, à Trump peut-être. Hein. Moi, je suis très directement lié à, donc à Biden, comment il s'appelait, le bourgmestre, enfin bon, je ne vais pas donner cet exemple-là parce que j'ai une cousine aux États-Unis. J'oublie maintenant son nom, peu importe. Donc voilà, donc il y a l'interconnexion. Alors évidemment, il y a un avantage, c'est qu'on n'est pas nécessairement en contact physique, mais est-ce que c'est tellement une bonne chose, je ne sais pas. Alors, donc ces interconnexions, par exemple, sont catastrophiques, évidemment, dans un mécanisme d'épidémie, notamment comme celui que nous traversons encore, en partie. C'est que, donc, puisque tout le monde est interconnecté, tôt ou tard, tout le monde, si il se passe un problème à un niveau du réseau mondial, ça se propage, hein, comme un virus, c'est le cas de dire. L'informatique est un bon exemple. On peut avoir un virus global qui se répand dans le monde entier. Ici, par exemple, j'ai une simulation que j'ai faite avec un programme qui s'appelle un modèle multi-agent. Donc, on prend des agents qui sont susceptibles d'attraper le sida. Voilà, ok, c'était l'époque du HIV, hein, voilà. Et au départ, donc, il n'y a pas grand monde qui est atteint. Attendez si je trouve ici. Hein, donc, tout est en vert au départ. Je ne sais plus comment il faut. Voilà, ici. Donc, ici, tout le monde est en vert. Et puis, au bout d'un temps, de par les interconnexions, presque tout le monde est atteint. Hein, si on ne prend pas de mesures. Par exemple, ici, c'est une simulation où on suppose qu'on ne prend pas de moyens préservatifs. À un moment donné, tous ceux qui sont susceptibles d'avoir cette maladie l'auront à un moment donné par les interconnexions. Alors, voilà, donc c'est voilà, donc ce que j'ai mis ici. Voilà, donc c'est bien ça. Hein. Donc, le chaos, la définition mathématique du chaos, c'est la sensibilité aux conditions initiales. Ça, c'est la définition mathématique du chaos. C'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Je donne un exemple. Vous partez en voiture à 9h02 et vous avez un accident à 9h06. Voilà. Vous seriez parti peut-être à 9h04 et il n'y aurait rien eu, peut-être, hein, parce que vous ne seriez pas arrivé à l'endroit en même temps sur la route au moment où l'accident est eu. Vous montez dans un tram et vous contactez à 10h, vous constatez une maladie virale. Bon, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais enfin bon. Voilà. Donc ça, c'est le chaos, c'est donc l'incertitude dans nos... Et quelque part, c'est inquiétant. Hein. Et ça peut donner lieu à des mouvements. Moi, je ne comprends pas très bien ce mouvement rébellion-extinction qui est en route maintenant. Je suis très étonné. Donc ce sont des gens qui veulent carrément mettre toute la société par terre, ce que j'ai bien compris. Peut-être que je me trompe. Parce qu'ils disent, voilà, de toute façon, c'est foutu, ou je ne sais pas quoi. On a gâché notre jeunesse, hein, comme dit Greta Thunberg. Alors, donc, la complexité dynamique, c'est quoi? C'est ce qui cache, en fait, l'état des systèmes, du système, à notre connaissance. Elle entraîne du hasard et du chaos, à la suite de décisions d'action, crée la peur, qui est mauvaise conseillère, et peut entraîner de nombreux dommages éthiques par des effets de bouclage pernicieux. On en verra pas mal par la suite. Donc il faut oser simplifier le problème, il faut abstraire, il faut modéliser, parce que nous modélisons tous sans être mathématiciens, on modélise du matin au soir. Quand vous vous levez, vous prenez qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller au magasin, etc. On modélise sa journée. Et évidemment, il y a toutes les incertitudes. Hein. On est prêt éventuellement à adapter le modèle, entre guillemets, si se passe quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qu'on doit changer de projet. Donc il faut être prêt à penser, à agir système dans cette complexité dynamique. Je pense que c'est ce que nous faisons en fait, hein, en réalité. Alors, penser système pour comprendre nos échecs. Donc, pour penser système, il faut oser penser. Ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus rare. Je me trompe peut-être, je suis peut-être un peu pessimiste. On est tous scotchés à nos smartphones, on nous inonde de messages, etc., du matin au soir. Moi, je n'ai pas de smartphone, hein, donc je peux en parler. Voilà, donc c'est la formule de Kant, hein, du temps des Lumières, de l'encyclopédie, de Voltaire, etc. Avant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sapere aude, ose penser, en latin. Et donc voilà, donc il faut devenir adulte et ne pas nécessairement chercher des livres
et certainement pas, je dirais, pas trop dans les réseaux sociaux, pour moi c'est une mauvaise idée. Donc voilà un petit rappel, le système complexe, voilà, donc des interactions multiples qui coexistent entre des composantes multiples à prendre en compte. Elles sont dynamiques, puisque le temps c'est quelque chose de très important, à cause de la sensibilité aux conditions initiales, non linéaire, l'effet n'est pas proportionnel à la cause, il y a des chaînes de causalité et des boucles de causalité aussi dont on ne tient pas compte, qui sont les effets de retour, qui sont des effets de type boomerang, ça peut vous tomber dessus alors que vous n'aviez pas prévu, et souvent avec retardement. Alors, pensée système, bon, il y a des outils, de toutes sortes d'outils qui existent. Donc, par exemple, ici, moi j'aime bien le livre de Peter Senge, qui a été très populaire à un certain moment, je crois qu'on en parle moins maintenant. C'était ce qu'on appelle la 5e discipline. C'est pas la 5e colonne, c'est la 5e discipline. Donc il y a une série de disciplines. Et la 5e discipline qui sont ici, pour l'entreprise, on parle beaucoup des entreprises, c'est la pensée système. Donc qui intègre en fait toutes les autres visions dont on a besoin pour gérer une société. Alors il y a un excellent livre de Daniel Kim qu'on peut d'ailleurs trouver sur Internet aussi, qui est une introduction à la pensée systémique et qui utilise ce que je vais définir, les archétypes, que moi j'utilise comme des béquilles de réflexion. Donc ce sont des moyens de penser mieux, de penser système. Alors un système, c'est donc une association d'objets interconnectés, comme j'ai dit, il y en a partout, une famille, c'est un système, une société, l'État belge, enfin donc la société belge. Bon. Alors, dans ces systèmes, on a des boucles, et c'est ça qui est un peu difficile parfois. Il y a des boucles, puisque tout n'est pas linéaire, donc il y a des boucles. Il y a les boucles vicieuses, ce qu'on appelle dans le langage courant les cercles vertueux, ou les cercles vicieux, c'est un terme qui est entré dans la langue. Et il y a aussi des boucles négatives, je vais évidemment expliquer, qui, elles, contrôlent les boucles positives, qui limitent la croissance anarchique qu'on peut avoir des boucles vicieuses. Donc, une boucle vicieuse, par exemple, je la représente souvent par une boule de neige. C'est un effet boule de neige. Alors, peut-être quelques exemples pour être clair. Voilà, par exemple, un cercle vertueux. Je démarre une société, j'ai une certaine expertise, une start-up, j'ai des clients, les clients sont contents, donc il y a du bouche à oreille favorable, mon chiffre d'affaires augmente, et j'investis dans la recherche-développement pour stimuler ma croissance de mon entreprise. Donc je développe mon expertise. Ça, c'est une boucle positive, vertueuse. Pourquoi est-ce qu'elle est vertueuse ? Pourquoi est-ce qu'elle est positive ? Parce que, vous voyez, partout, il y a des signes plus. Plus j'ai d'expertise, plus les clients viennent, donc il y a un plus. Plus il y a de clients, plus il y a de bouche à oreille. Plus il y a de bouche à oreille, plus il y a de chiffre d'affaires. Plus il y a d'investissement dans la recherche, parce que j'ai plus de moyens financiers. Plus je développe mon expertise. Donc c'est tout des plus. Plus fois plus, c'est plus. Donc, et je mets ça ici, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, j'indique que c'est une boucle positive. Alors, il y a aussi les boucles, il y a les boucles, les cercles vicieux. Par exemple, je suis un étudiant, j'ai beaucoup de retard dans mes travaux avant l'examen, je deviens nerveux, je suis de moins en moins efficace, donc il y a un signe moins ici, et donc je passe de plus en plus de temps pour mes préparations, etc. Donc plus les travaux s'accumulent. Donc vous voyez que dans ce cercle vicieux, il est vicieux évidemment parce que c'est pas ce qu'on souhaite, parce que ça conduit au burn-out. On a deux signes moins, donc ici un signe moins et un signe moins là. Plus je suis nerveux, moins je suis efficace. Plus je suis efficace, moins je passe de temps au travail. Donc ça va dans des sens opposés, c'est un signe moins. Moins fois moins, ça donne plus, donc c'est un cercle, c'est une boucle positive. Mais c'est quand même un cercle vicieux. Alors, voilà. Alors les boucles négatives, elles sont stabilisatrices, c'est-à-dire ici par exemple, j'ai une société, j'ai des commandes en retard, donc mes délais de livraison augmentent, donc je vais avoir moins de nouvelles commandes parce que les clients ne sont pas contents. Donc j'ai un signe moins,
Hein. Et plus j'ai de commandes, moins j'ai de commandes, moins j'ai de nouvelles commandes, plus j'ai nouvelles commandes. Oui, si j'ai des nouvelles commandes, plus j'ai des commandes en retard. Donc vous voyez ici qu'il y a un signe moins. Et donc c'est une boucle négative qui me conduit au bord du gouffre ici. Hein, parce qu'à un moment donné, si je prends trop de retard dans mes délais de livraison, par contre, ici, je peux me trouver dans une situation où je stabilise ma croissance. Hein. J'ai des commandes en retard, j'engage de nouveaux travailleurs, donc il y a un signe plus. Hein, plus j'ai de commandes en retard, plus j'engage de nouveaux travailleurs. Plus j'ai de nouveaux travailleurs, plus le rythme d'exécution des commandes augmente. Et moins j'ai de commandes en retard. Donc j'ai un signe moins. Comme j'ai un seul signe moins, c'est une boucle négative que je représente par une balance. Donc je mets en équilibre mon système. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que dans les systèmes réels, on va toujours avoir au moins une boucle positive et une boucle négative quelque part. Alors, un exemple un peu trivial, j'ai des poules et des œufs, hein, vous connaissez le problème de poule et d'œufs. Plus j'ai de poules et plus j'ai d'œufs, donc c'est un positif. Plus j'ai d'œufs avec un effet de retard, plus j'ai de poules, donc c'est un cercle positif. Mais si j'avais uniquement cette croissance des poules, à un moment donné, les poules couvriraient toute la terre. Hein, donc ça, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, elles doivent être régulées. Donc, il y a une mortalité des poules, par exemple, un mécanisme, elles sont écrasées en traversant le pouls. Donc, j'ai une boucle négative qui va être une boucle de contrôle ici. Hein, donc, pourquoi est-ce que c'est négatif? Parce qu'il y a un signe moins. Plus il y a de poules écrasées en traversant la route, moins il y en a. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'association de ce qui se passe toujours. Donc, dans tous les systèmes, on a toujours au moins une boucle positive et une boucle négative. Alors, pour revenir aux archétypes, un premier archétype, mais je l'ai appelé archétype 0 parce que ce serait la boucle positive toute seule. Hein, donc, j'ai une population, j'ai des naissants, donc c'est une boucle positive, la population grimpe. C'est un effet boule de neige parce que j'arrive à une surpopulation. Hein. Donc, à un moment donné, je dois avoir une limite parce que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Donc, je ne peux pas avoir cette boucle qui reste tout seul. Alors, déjà, cette boucle est mal comprise à l'esprit humain qui est habitué à penser linéaire. Et alors, je voudrais vous poser un petit exercice pour ceux qui sont en train de s'endormir. C'est l'exercice qui est proposé par Albert Jacquard, un philosophe, un généticien que j'aime beaucoup, qui est mort en 2013, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand il est venu faire des conférences à Bruxelles. C'était un homme extraordinaire qui était très proche de la dynamique, parce qu'il a fait de la dynamique de population toute sa vie, il était généticien. Et en même temps, il s'est beaucoup occupé de l'environnement. Alors, il pose un problème. Donc, on a une parabole, hein, un nénuphar sur un étang, qui couvre, elle double de surface tous les jours, et elle couvre la surface de l'étang en 30 jours. Alors on demande en combien de jours la surface de l'étang sera-t-elle à moitié recouverte? Est-ce que quelqu'un a une idée de la réponse? Pardon? 29, très bien. Donc vous avez la pensée systémique déjà. Hein, c'est évident que c'est 29. Hein. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, donc c'est une croissance exponentielle en fait. Hein. C'est qu'au début, on ne voit rien du tout. C'est un peu comme avec un virus. Au début, on voit très peu de choses. Hein. Il y a peut-être un malade, il suffit qu'il y ait un malade, et peut-être quelques jours après, il y a 1 million de malades, 10 millions. Hein. C'est ça le grand drame de cette croissance exponentielle. Et effectivement, donc, aux métaphores dont je ne vais pas insister, et donc il faut vraiment se méfier des commencements, parce que pendant pratiquement 26 jours, on ne voit rien qui se passe. On ne voit rien du tout. Et donc, le conseil d'Ovide est tout à fait pertinent. Alors, le premier archétype, c'est celui donc, qui est le plus courant, en fait. C'est celui qui conduit donc à avoir donc 2 boucles qui s'assemblent. Hein, c'est un peu l'exemple que j'ai donné avant. Vous avez une population, hein, et comme cette population ne va pas pouvoir croître à l'infini, donc quelque part il y aura une surpopulation, et puis donc ça va réduire par exemple les naissances, hein, parce qu'il y aura trop d'individus. Donc ça peut être non seulement des êtres humains, ça peut être n'importe quelle population dans un biotope.
Et donc, on va avoir au départ, et ça c'est très intéressant de le comprendre, on a au départ une croissance exponentielle, parce que cette boucle-là, qui est la boucle positive, est très, très puissante au début. Il y a beaucoup de naissances, on occupe le terrain. Et puis à un moment donné, il y a une boucle négative. Elle est négative parce qu'il y a un signe moins ici. Donc plus il y a de surpopulation, moins il y a de naissance, donc il y a moins. Et cette boucle, elle est toute petite au début, on ne la voit pas au début. Et puis à un moment donné, elle devient de plus en plus puissante. Et alors, donc, en fait, on a ce qu'on appelle en mathématiques un point d'inflexion. Donc la croissance se retourne. Vous voyez, ici la courbe rouge, c'est la courbe de croissance. Et alors, on arrive à un retournement et on arrive à un équilibre de la population. Donc ça, c'est pratiquement tous les systèmes vivants sont selon ce mode. Un biotope va croire, une entreprise croit comme ça, tout le monde. Vous démarrez tout petit, vous développez très vite au début, on l'espère, puis vous arrivez à votre taille optimale. Le grand problème, on verra après, qui se passe. Alors, décidément, je ne les prendrai jamais. Oui, voilà, donc c'est cette limite, donc cet archétype, ça s'appelle limite à la croissance. Et donc ça peut être un problème, parce que si vous démarrez une société, vous aimez bien avoir le plus de croissance possible, pas à l'infini, parce que c'est pas possible d'aller à l'infini, donc vous devez vous arranger pour que la boucle négative se mette en action le plus tard possible, de façon à ce que vous arriviez à une taille limite. Donc vous voyez ici, donc cette croissance exponentielle, et puis vous vous ajustez à la taille limite, qui est soutenable, ce qu'on appelle le développement durable, en fait, c'est ça. C'est qu'on doit essayer de garder les systèmes vivants, par exemple les biotopes, à un niveau élevé de taille limite, et qu'on arrive donc à ce qu'on appelle un équilibre dynamique, parce qu'il y a par exemple autant de naissances que de décès à un moment donné, donc ça s'équilibre. Donc la croissance se termine. La croissance qui est ici, c'est toujours une courbe en cloche, elle tend vers zéro à l'équilibre. Et ça, c'est un Belge qui a découvert, ça c'est extraordinaire, on a mis beaucoup de temps, c'est seulement au 19e siècle, en 1832, je pense que Pierre-Baptiste Fabius, qui était un mathématicien belge, disciple de Quetelet, le grand donc, créateur de la statistique en Belgique, a découvert cette loi, donc on appelle la loi de Fabius. Apparemment, on connaît. Le terme logistique repose sur l'idée du logis, en fait. Le nom de logistique, c'est une courbe en S, on peut l'apprendre, et ça vient du mot français logis. Alors, en fait, on a la même structure, donc aussi pour l'épidémie. Donc, voilà, donc au début, on a quelques personnes qui sont infectées. Évidemment, il faut qu'il y en ait quelques-unes qui sont infectées. On a deux réservoirs, les non-infectés et les infectés. Et alors, par les interactions, il y a des infections. Et alors, on passe du réservoir non infecté au réservoir infecté. Donc, vous voyez, c'est la courbe qui est ici. Donc, on a d'abord une courbe logistique inverse qui tend vers zéro, et l'autre courbe logistique qui croît. Et à un moment donné, et c'est ça qui est très inquiétant avec les épidémies, c'est qu'en réalité, tout le monde est contaminé, puisqu'il y a des interconnexions. Si tout le monde est susceptible de l'être, donc on peut l'arrêter par des mesures, par exemple des vaccins ou des mesures. Mais en réalité, on ne sait plus arrêter une épidémie une fois qu'elle est en route. Alors, le deuxième archétype, malheureusement, c'est la conséquence un peu de celui-là, c'est que tout système vivant meurt à un moment donné. Par exemple, moi j'ai eu des ressources, je suis arrivé à un certain niveau, et à un moment donné, mes ressources s'épuisent, je commence à sentir le poids des ans, et donc ma taille limite est en train de s'écrouler. Voilà. Et alors, donc, ça veut dire, avec moi s'écroule aussi ma vie, ma croissance. Donc, voilà, je tombe, ma taille tombe avec la taille limite. Et donc, ça, c'est le mécanisme d'effondrement qui fait partie aussi de la vie de tout être vivant, par exemple. Même peut-être de biotope aussi. Donc, à un moment donné, la taille limite s'écroule par manque de ressources. Un exemple, par exemple, dans l'environnement, c'est la surpêche. La surpêche, on pêche plus vite que la reproduction des alevins, à un moment donné, donc le système s'écroule. Ça, c'est inévitable. Donc, la surpêche. Donc, quand on parle de développement durable, c'est justement d'essayer d'éviter ce type de mécanisme le plus possible. Alors, voilà, dans l'entreprise, on a plein d'exemples, puisqu'on doit traiter d'échecs.
ça peut être l'échec de l'entreprise. Donc voilà un entrepreneur qui a très bien géré, qui aurait bien géré sa croissance, hein, donc une magnifique courbe logistique avec une belle croissance, courbe en cloche. Et à un moment donné, il a mal géré sa croissance, hein, ça c'est bien connu, s'il y a des entrepreneurs dans la salle ou les responsables de la province de Luxembourg. Bon, il faut bien gérer sa croissance, il ne faut pas prendre trop de dettes, hein, dire oh, on va engager des tas de gens, etc. Et puis à un moment donné, donc la ressource, c'est l'assise financière qui s'écroule. Et donc voilà, alors on a un effondrement. Hein, donc la croissance à un moment donné devient négative, d'abord elle tend vers zéro, et la taille du système tend aussi vers zéro. Donc ça c'est une chose qu'il faut apprendre dans les écoles de commerce, par exemple, à la VUB ou à l'USB, c'est qu'on doit éviter. Alors ici, donc on est dans deux archétypes qui sont fondamentaux. C'est vraiment la pierre angulaire de presque tous les systèmes. On retrouve ça dans tous les systèmes, c'est cette association d'une boucle positive et une boucle négative. Mais il y a d'autres choses qui peuvent se passer, évidemment. Hein. Donc je donne ici quelques-uns des archétypes, il y en a plus, mais je donne ceux qui paraissent le plus importants pour mon propos. C'est par exemple le troisième archétype, c'est l'addiction au traitement symptomatique. Hein, donc vous êtes par exemple, vous êtes commencé à devenir nerveux pour toutes sortes de raisons. Donc ça c'est les symptômes de votre problème que vous devez traiter. Et vous prenez des drogues par exemple. Hein, vous prenez une drogue. Donc voilà, vous allez résoudre, vous choisissez, disons du café peut-être pour éviter. Vous avez une solution symptomatique qui va marcher pendant un certain temps. Et puis, à un bout d'un certain temps, il y a une évolution pernicieuse. Vous devenez accro. Hein, donc, vous développez une addiction, hein, pour utiliser le mot correct. Et donc, ça vous empêche de choisir une solution structurelle. Hein, par exemple, vous pourriez faire du sport ou faire autre chose, pratiquer les arts, je ne sais pas quoi, donc pour combattre votre nerveux, faire du yoga. Voilà. Et donc, ça, c'est ce système pernicieux qui peut se mettre en place. Et vous voyez ici, en fait, en réalité, il y a deux boucles négatives. Hein. Donc la boucle négative, je rappelle, c'est une boucle de contrôle. Donc, vous contrôlez un petit peu votre système avec cette boucle négative qui est symptomatique. Également, vous le contrôlez avec la solution structurelle. Mais à cause de l'évolution pernicieuse, vous affaiblissez la possibilité de recourir à la solution structurelle. Et donc, vous avez en fait un signe plus. Donc ici, ce sont deux boucles de contrôle, mais vous avez une boucle positive, donc c'est une boucle vicieuse. Pourquoi? Parce que si vous comptez le nombre de signes moins, vous prenez ce contour ici, vous voyez qu'il y a deux signes moins. C'est comme ça qu'on voit que c'est une boucle positive. Et même l'alliance des deux boucles négatives, ça forme un 8. Voilà, ici, si vous suivez ce contour-là, vous voyez qu'il y a deux signes moins. Un signe moins là, un signe moins. Donc c'est une boucle boule de neige aussi. Et donc ça veut dire qu'en traitant le symptôme, en ne choisissant pas la solution structurelle, vous arrivez à une catastrophe. Donc c'est un effet pervers. Alors les exemples, donc l'addiction aux drogues, les lois de prohibition, on va voir ça, je vais vous montrer. Les lois de limitation d'immigration, je vais aussi illustrer que c'est exactement ce phénomène-là qui se passe. Alors je vais essayer maintenant, j'espère, voilà, je ne l'apprendrai jamais. Voilà, ça c'est par exemple les drogues. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On pourrait prendre un exemple que vous connaissez bien, c'est celui de la prohibition. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? On a des armes de bonne volonté ont interdit l'usage d'alcool aux États-Unis. Hein, c'était peut-être chez nous aussi à certaines époques. Bon, alors évidemment, quand vous mettez trop de contraintes, hein, les Belges sont aussi skieurs, vous créez des marchés parallèles. Hein, si vous interdisez par exemple l'immigration légale, ben, vous allez créer un marché de passeurs. C'est ce qu'on observe exactement. Vous interdisez les drogues, vous créez un marché de drogue. Le marché de la drogue, c'est le second marché mondial au point de vue du chiffre d'affaires. Je ne sais plus quel est le premier, mais c'est des milliards d'euros, de dollars, etc. Donc c'est à cause de ce mécanisme, donc en renforçant les contraintes légales, au lieu peut-être de prendre, si on pense aux drogues, il y a peut-être des solutions du côté d'un marché légal. Mais on rend ce marché légal impossible, justement, avec des lois trop restrictives. Et alors, on fait la bonne affaire de, par exemple, Al Capone, pour prendre un exemple qui est un peu en dehors de notre temps.
Et donc, voilà. Donc, ici, si on prend effectivement les deux, on voit bien la boucle positive avec les deux signes moins. Ici aussi, un signe moins, un signe moins. Donc, ça donne une catastrophe. C'est pour ça que je pense que la parole de mai 68, peut-être que certains de vous l'ont connu, oui, je pense qu'une partie de vous ont connu mai 68, on disait, vous pas, mais il est interdit d'interdire. Ben, c'était formidable, mais c'était vrai quelque part. Maintenant, ça ne s'applique peut-être pas à tout, évidemment. Alors, voilà. Pour moi, ça c'est mon point de vue, et c'est un point de vue peut-être un peu, qui n'est pas tout à fait politiquement correct. Je pense que l'interdiction, ça n'aura jamais de bons résultats. Sauf s'il y a vraiment des bonnes raisons. Si on introduit, par exemple, si on interdit l'asbeste, par exemple, dans un bâtiment, ok, c'est bien, parce qu'on sait qu'il y a un problème. Mais bien que l'alcool, c'est aussi mauvais, mais à grande dose. Hein, je ne crois pas que ça sert à quelque chose, franchement. Maintenant, on veut interdire, par exemple, les voitures diesel. Moi, je ne crois pas que ça va marcher. Ça ne va pas marcher, parce qu'on va avoir... Il y aura des marchés parallèles qui vont se créer. Donc, l'objectif qu'on veut atteindre, par exemple, réduire le CO2 ou réduire la pollution, on va la déplacer ailleurs, dans d'autres pays, éventuellement. Et donc, il faut éviter de jouer ce rôle d'idiot utile pour créer des activités parallèles qui font pire que bien. Hein, donc, ceux qui ont créé la loi de prohibition, ils ont été les idiots utiles d'Al Capone, qui était peut-être une petite frappe, un type pas si mauvais que ça, qui est terminé par un grand criminel de la mafia qui a fait des centaines de morts. Alors, ma réflexion, c'est toujours ce que je dis, et c'est pour ça que je pense qu'on doit faire appel quand même à la bonne volonté des gens. On n'a pas interdit les diligences pour pouvoir passer à la locomotive à vapeur. Donc, on ne va pas interdire la machine, on ne va pas interdire les voitures diesel pour mettre des voitures électriques à la place. Ça ne marchera pas, je suis persuadé. Il faut que les gens soient persuadés que c'est mieux, que ce soit mieux. Alors, ok, on va me dire, oui, mais le changement climatique, etc. J'en parlerai un peu plus loin. Alors, par exemple, voilà un exemple, peut-être que ça va mettre de mauvaise humeur certaines personnes, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a des panneaux photovoltaïques chez nous? Pas trop, ça va plus bien. Moi, personnellement, je pense que les panneaux photovoltaïques n'aident pas du tout le problème du changement climatique, pas du tout. Et il crée en plus des addictions, une addiction, parce qu'on est exactement dans ce modèle-là. Donc si je regarde ici la production photovoltaïque, hein, donc ça c'est sur une semaine, je crois, enfin quelques jours, voilà, ça ressemble un peu à un peigne cassé, parce qu'il y a des jours où il y a du soleil, d'autres jours il n'y en a pas, il y a beaucoup de nuages. En hiver, il n'y a pratiquement pas de production. Donc en fait, les panneaux photovoltaïques ne sont pas rentables, je crois que tout le monde le sait. Pourquoi est-ce que vous en avez installé? Ok, je ne vais pas dire que vous êtes avide d'argent, etc. Mais vous l'avez fait parce qu'on vous a dit, mais c'est intéressant sur le plan financier. Je vous avoue, si moi j'en avais, je l'aurais fait aussi. Et c'était beaucoup plus intéressant d'ailleurs avant qu'aujourd'hui, parce qu'on a donné donc des moyens de cette électricité, on ne s'est pas beaucoup utilisé de ça. Ça m'intéresse d'ailleurs, j'ai eu des travaux de fin d'études là-dessus. Je pense que c'est très difficile d'utiliser plus que 30%, si on n'a pas de batterie, plus que 30% de sa propre production. Et en hiver, on n'a pas de production. Donc on doit de toute façon, on a une surproduction en été, et d'autant plus qu'on va peut-être surdimensionner son installation. En hiver, on n'a pratiquement rien, donc on doit recourir au réseau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a permis, par exemple, ce système que moi je trouve un peu scandaleux personnellement, de compteurs, c'est peut-être parce que je n'ai pas de panneaux photovoltaïques, de compteurs qui tournent à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui ont des panneaux photovoltaïques utilisent le réseau électrique, le réseau de distribution dans ce cas-là, comme grande batterie. Parce qu'ils ne savent pas utiliser leur électricité, on produit en été quand il n'y a pas besoin de moins de... Ou alors on doit installer de l'air conditionné éventuellement, c'est une façon de résoudre le problème. Et donc, il y a quelque part, on crée une sorte de bulle financière, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les certificats verts, parce qu'on a aussi donné des certificats verts. Et surtout, je dirais, ce qui est très grave, c'est que on a, avec ce système de compteurs à l'envers, ceux qui ont des panneaux photovoltaïques, surtout s'ils sont surdimensionnés leur installation, qui veut dire qu'ils mettent énormément sur le réseau, et ils consomment à la limite pas grand-chose de ça,
ils n'ont plus de facture à payer puisque leur compteur tourne à l'envers. Et donc, ce sont les gens qui n'ont pas de panneaux qui financent en réalité. Et donc, si vous avez, mettons, 10% des gens qui ont des panneaux photovoltaïques, qui ne payent plus de facture, eh bien, la facture des autres augmente de 10%. Ça, c'est mathématique, hein, parce que le réseau de distribution, il a des coûts importants qui sont fixes pour la plupart. Hein. Il y a très peu de coûts variables, il y a la gestion du réseau, etc. Donc voilà, donc c'est un problème, et donc ça devient une addiction. Alors, un autre archétype qui est un peu lié à celui-ci, c'est le dernier que je vais considérer, c'est les fausses bonnes solutions et les mauvais remèdes. Vous verrez que il y a aussi des panneaux photovoltaïques qui vont en prendre pour leur grade. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, vous avez un problème urgent à résoudre, n'importe quoi, et on n'a pas le temps, quoi. Il faut choisir une solution. Et vous choisissez, je ne sais pas très bien quoi prendre, enfin, on pourrait prendre des exemples de la vie courante, certainement il y en a beaucoup, mais bon, vous choisissez la mauvaise solution, ce n'est pas la bonne solution, et cette solution, elle a des conséquences inattendues. Hein, il y a des conséquences qu'on n'a pas prévues, qui sont évidemment mauvaises en général. Si c'était des bonnes conséquences, ce n'est pas trop grave. Et à la limite, elles augmentent le problème. Donc vous voyez qu'on a ici une boucle négative que je représente donc par une balance, hein, puisqu'il y a un signe plus et un signe moins, donc ça fait plus fois moins, c'est moins. C'est un contrôle, on résout le problème en partie, temporairement en général, avec ce problème. Par exemple, vous avez un mécanisme, je ferai un exemple un peu idiot, qui grince. Vous dites, j'ai pas le temps d'aller chercher l'huile pour huiler le mécanisme. Vous jetez un seau d'eau dessus. Ok, ça ne grince plus pendant quelques instants. Et puis tout rouille et puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça, ce sera un exemple. Donc il y a des conséquences inattendues. Et là, c'est une boule de neige. Hein. Vous avez plus, tout est plus. Donc c'est une boucle positive. Une boucle positive. Oui. Alors, voilà. Donc quelques exemples. Je vais rapidement les traiter. Aider les orphelins au Cambodge, ça c'est un exemple qui est dans le bouquin de Martin Reinders que j'ai évoqué. Faire la chasse à l'excès de salaire, diminuer les émissions de CO2, donc je vais rapidement. Voilà. Alors, donc, ça j'ai appelé l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et ça tombe à pic parce qu'on est en train de reparler de ce problème. Est-ce qu'on va. Vous savez que le prix du gaz augmente très fort. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, il y a des annonces tout le temps. Le prix du gaz augmente de façon exponentielle pour l'instant. On ne sait pas très bien pourquoi. Bon. Et alors, il y a certains qui disent, est-ce qu'il faudrait des économistes éminents qui sont, enfin je ne vais pas citer le nom, qui disent oui, il faudrait peut-être annexer les salaires. Voilà. Parce que le pouvoir d'achat va diminuer. Voilà. Et donc, il faut réintroduire l'indexation automatique. Mais tout ça, c'est très beau. Mais l'indexation automatique, donc c'est un mécanisme de contrôle, donc il y a plus et moins, donc ça donne un effet de contrôle. Mais en même temps, si vous indexez, ça veut dire que vous payez plus pour les salaires. Les salaires augmentent, forcément, hein, puisqu'on va maintenir le pouvoir d'achat. Or, les salaires, c'est quoi? C'est tous les gens qui fabriquent des biens, qui délivrent des services. Donc, ça veut dire que les prix des biens et des services augmentent. Donc, ça veut dire qu'on a plus d'inflation. Donc il y a une boucle positive qui est ici, qui est une boucle vicieuse, donc c'est une boucle, parce que tout est positif. Hein. Et alors ça a des effets pervers en plus que je ne parle pas, parce qu'à la limite, on est plus compétitif, parce que c'est effectivement ce qu'on a observé en Belgique. En Belgique, après une indexation de salaire, il y a beaucoup plus d'inflation dans les pays voisins, qui ont tous abandonné le mécanisme de l'Allemagne, de la Hollande. Il y a juste encore, je crois, le Grand-Duché, c'est là luxembourgeois. Ici, je pense qu'il y a encore une indexation de salaire. Voilà. Alors, on perd de compétitivité. À la limite, on engage, il y a des pertes d'emploi, on engage moins de travailleurs, on remplace les gens par des robots, etc. Donc, effet très négatif. Alors, l'exemple du Cambodge, en fait, ça c'est un exemple également de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, le Cambodge, il a connu un terrible génocide, hein, comme vous êtes au courant, dans les années, je pense que c'était fin des années 70, début des années 80. Mais il s'est très bien récupéré. C'est un pays qui a vraiment remarquablement redressé, un peu comme la Corée du Sud aussi, qui s'est très très bien, qui n'ont pas connu les mêmes problèmes.
Et il y a beaucoup de touristes au Cambodge. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez récent, ce que je montre ici, entre 2005 et 2017. Et on a observé que tout à coup, entre ces deux-là, il y a une augmentation de 165% du nombre d'orphelins au Cambodge. Alors, quelle est l'explication? Bon, il y a évidemment des enfants pauvres, il y a des familles pauvres, il y a beaucoup de touristes, et lorsque les touristes viennent au Cambodge, on les emmène pour visiter des orphelinats, avec des pauvres petits, etc. Ils donnent la charité, donc donnent la charité. Et alors évidemment, il y en a qui ont flairé la bonne affaire, qui se sont dit, mais ça c'est très beau, hein. Il y a le bouche à oreille, on va créer des nouveaux orphelinats, hein. Comme ça il y a plus les touristes vont encore nous donner plus d'argent. Et puis il y a tous les enfants pauvres qui ne sont pas vraiment orphelins, mais les parents disent, nous on a à peine les moyens d'élever nos enfants, bon, on va les mettre à l'orphelinat. Et voilà, c'est le résultat. Donc c'est un cercle vicieux donc, qui est ici. C'est exactement ce mécanisme. Hein. Donc ici, une boucle négative qui serait « j'essaie de résoudre le problème de la pauvreté, des orphelins, etc. » Et ça donne un effet pervers qui est il y a de plus en plus d'enfants. On crée d'abord, il y a une explosion du nombre d'orphelinats, parce qu'on crée un nouveau marché en fait. Donc les touristes jouent le rôle de idiot utile de certains spéculateurs. C'est pour ça que j'avais utilisé. Alors là, je reprends la pensée de Pascal que j'aime beaucoup. Je pense que c'est compréhensible. Hein. L'homme n'est ni ange ni bête, le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Ça date quand même du XVIIe siècle. Alors un autre exemple de ça, ça c'est un exemple très intéressant que je voudrais pouvoir développer, mais on n'a pas le temps parce que je sens que le temps passe. Hein, non, ça va, j'ai encore le temps. C'est ce problème-là, on parle beaucoup de ça maintenant, des mégawatts par exemple. Il y a des gens qui disent il n'y a pas de problème, il y aura moins d'électricité, on va fermer les centrales nucléaires. Mais les gens n'ont qu'à s'adapter, on va faire du mégawatt, hein, donc on va moins consommer, etc. Et c'est ce qu'on avait fait déjà à une certaine époque, à l'époque de... bon, hier il y a eu une journée sans voiture à Bruxelles, hein, nous étions à Bruxelles, on n'est d'ailleurs pas sortis toute la journée parce que c'est extrêmement dangereux de se balader à Bruxelles. Il y a des vélos, des trottinettes partout qui ne respectent plus les... Donc c'est un danger mortel. Je me suis blessé, mais ce n'était pas à cause de la journée d'hier. Bon. Et donc voilà. Et alors, est-ce que tout ça sert à quelque chose? Et alors, c'est dans la foulée un peu du premier choc pétrolier en 1973. Certains d'entre vous étaient là aussi déjà, moi aussi. Je vivais en Suisse à ce moment-là. Il y avait en Belgique des journées sans voiture. Bon, d'accord, on disait le pétrole est en train de s'épuiser, il faut absolument réduire parce qu'on va se retrouver sans pétrole, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas louable, hein, c'est très bien de ne pas gaspiller. Hein, les gaspilles, je suis contre aussi. Mais finalement, ça a eu juste l'effet inverse. Et alors, il y a eu Bill Carter, il y a eu Carter, comment est-ce qu'il s'appelait Comment Jimmy Carter, voilà, l'homme des cacahuètes, hein, qui était un homme extraordinaire. C'était un saint, ce type. Et donc, c'est lui qui a lancé, en fait, cette idée qu'on devait réduire notre consommation d'énergie, d'autant plus qu'on avait eu le rapport du Club de Rome, hein, auquel je souscris beaucoup, qui est d'ailleurs de la dynamique des systèmes, que j'explique ici, c'est le modèle du Club de Rome de 1973, limite à la croissance, c'est exactement ça. Hein, et alors il a dit, on va donc faire là, et une chose, on va imposer des politiques d'économie de carburant. Alors, moi ça c'était dans les dernières années, des années 70, 70, hein, j'étais aux États-Unis, à ce moment-là j'ai été dans l'Ouest, et effectivement on avait une voiture, j'étais avec ma cousine qui est ici, et on avait loué une voiture, ça consommait combien de 100 km, je ne sais plus. Certainement pas mal, hein, certainement pas mal. Et voilà. Et alors il a fait une politique de c'est très bien, c'est louable. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a donc réduit très fort la consommation aux 100 km. Hein. C'est-à-dire qu'on peut rouler autant en dépensant moins, finalement, hein, puisqu'on utilise moins d'essence que l'essence, à l'époque, était très bon marché, encore malgré le premier choc pétrolier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens ont dit, ok, maintenant, on peut faire mieux. Hein. Donc, on a acheté d'abord les voitures. Tout le monde n'avait peut-être pas encore une voiture à ce moment-là, en tout cas en Europe.
il y a eu plus de ventes de voitures, et puis comme on pouvait aller plus loin pour le même prix, on est allé plus loin, donc on a fait plus de kilomètres, et au total, en fait, on a consommé beaucoup plus de carburant. Donc environ, parce qu'il y a eu plus de voitures, environ 100% de voitures en plus, hein, vous voyez, le nombre de voitures a doublé, c'est à Bruxelles, ça, mais je pense que c'est valable pour la Belgique, a doublé depuis 1977. On a doublé aussi le nombre de kilomètres, parce qu'on va de plus en plus loin, hein, dans le sud de la France, etc. Et au total, donc, on a réduit de 40% en Europe la consommation de 100 km. Donc, mettons qu'on est passé de 10 litres à 6 litres, je ne sais pas, je dis quelque chose, mais en même temps, on a augmenté de 200%. Alors, faites le compte, hein, au total, ça n'a rien donné. On a plus de consommation qu'avant. Alors, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? J'en sais rien. Si vous êtes un écologiste fondamentaliste, vous allez dire c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire la voiture. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut que tout le monde ne puisse plus aller en voiture. Parce que sinon, on n'en sortira pas. Et c'est vrai, si vous donnez aux gens une technologie formidable qui crée leur liberté, vous n'allez pas attendre qu'ils vous disent ben non, ok, on a plus d'argent parce qu'on dépense moins, mais alors à ce moment-là, je prends Ryanair ou je vais au Cambodge, je fais mes vacances. Hein. C'est ça qui se passe. Hein. Et c'est la même chose avec ce qu'on veut faire maintenant avec les mégawatts, c'est exactement la même chose. Ça n'est possible pour moi que dans une dictature, des trucs comme ça. Je suis tout à fait contre ce genre de mesures. Donc les mauvais remèdes, je vais encore lancer une bordée contre les énergies renouvelables, ce sont les éoliennes, ce sont mes ennemis personnels. Bon, j'habite dans un immeuble qui s'appelle les éoliennes, mais ça n'a rien à voir. Donc on voulait plus de puissance fossile, et donc on a mis des éoliennes. C'est très bien. Au début, j'étais un très grand ami des éoliennes. Mais le grand problème des éoliennes, vous voyez ça ici, donc ici j'ai repris un schéma de la semaine passée, je crois. Ça, c'est la production éolienne. Il faut d'abord savoir que, donc en Belgique, on a 4,8 gigawatts, donc c'est 4800 mégawatts. Hein, multiplié encore par 1 million, par 1000 pour avoir des 400, pour avoir des kilowatts. Hein. On a donc, en fait, des fluctuations tout le temps, ça dépend du temps. Hein. On a eu des périodes où il n'y avait pas de vent, d'autres où il y a plus de vent. De toute façon, on est très loin, on a 4,8 gigawatts, et on est ici même pas la moitié, quoi, hein, donc même au maximum. Il y a des périodes, à un moment donné, on avait même une puissance négative, parce que quand il n'y a pas de vent, pour éviter que les moteurs, que les rotors se grippent, il faut injecter de l'électricité. Donc on avait une consommation d'électricité plutôt que de production. Donc tout ça, ça ne fonctionne pas si on n'a pas un système d'appoint. Ça, c'est une évidence. Et ce système d'appoint, c'est quoi? Eh bien, ça ne peut être que des capacités qu'on appelle des capacités pilotables, c'est-à-dire des capacités qu'on sait mettre en route au moment où on en a besoin, indépendamment de la météo, hein, puisque la météo, on ne sait pas vraiment compter là-dessus. Et donc ça peut être, en Belgique, ce sont des capacités fossiles, éventuellement un peu d'hydraulique, on a un peu d'hydraulique au fil de l'eau, on a des centrales nucléaires, hein, des réacteurs nucléaires plutôt, on a 6 gigawatts, hein, donc 6000 mégawatts à peu près, et donc voilà, et donc en réalité, si on a des énergies éoliennes, on a des capacités éoliennes, eh bien on ne peut pas se passer des capacités qu'on a aussi pour faire la pointe quand il n'y a pas de soleil et de vent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de remplacement. Hein, les capacités éoliennes ne remplacent pas les capacités qui existent. C'est faux de nous faire croire qu'on va installer énormément d'éoliennes, on va pouvoir supprimer toutes les capacités fossiles et nucléaires. C'est impossible, parce qu'on en a toujours besoin. Alors vous me direz, oui, enfin, si on a un peu d'éoliennes, c'est quand même bien parce que ça n'émet pas de CO2, etc. C'est même pas sûr qu'on gagne grand-chose de ce point de vue-là, parce que c'est comme une voiture. Hein. Si vous êtes dans une voiture, même vous devez, à Bruxelles, maintenant, on va faire partout du 30, donc vous êtes tout le temps en train de vous arrêter, vous consommez plus d'essence. Hein. C'est ce qu'est la même chose qui est dit. Parce que donc, les centrales d'appoint vont faire ce que moi j'appelle du yo-yo, et donc elles s'arrêtent et puis on les met en route, etc. Donc elles consomment plus de gaz, par exemple, gaz naturel. Et donc elles émettent plus de CO2. Donc en fait, quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'on gagne pratiquement rien.
Et d'autre part, on a des normes qu'on appelle des externalités. On occupe des territoires gigantesques. Hein. Je me baladais à Natois, là j'ai vu une affiche. Je ne sais pas, il n'y a pas encore trop dans la province de Luxembourg. Je ne sais pas. Non, c'est pas encore trop. Ah, oui, ça commence, c'est grave. Hein, quand même. J'étais un jour du côté de Baston, ça ne me plaisait pas beaucoup de voir mon Ardenne dénaturée comme ça. J'aime pas. Non, moi j'aime pas les éoliennes. Je pense que c'est intéressant pour certaines applications, pas pour nous d'alimenter l'électricité. Alors il y a encore plus grave que ça, c'est ce qui se passe maintenant. C'est qu'on veut dire, voilà, on va abandonner le nucléaire. Donc ça veut dire qu'on va devoir, puisqu'on doit garder une capacité qui est gérable, pilotable, on doit installer autant de centrales au gaz en plus. Hein, donc on aura 6 gigawatts en plus si on sort du nucléaire, et donc on aura énormément plus de... Et là, la Commission européenne joue un peu à drôle de jeu, parce que d'un côté, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, de l'autre, il y a les gosses qui gueulent dans les rues, alors on ne sait plus très bien ce qu'on va faire. Voilà. Alors je pense que le temps passe, donc je passe à la deuxième partie, enfin c'était la plus grande partie. La deuxième partie, c'est un peu d'essayer de comprendre pourquoi il y a tous ces manquements, tous ces échecs. Justement parce qu'on n'arrive pas à avoir cette pensée systémique qui est si importante, et notamment en termes de ces archétypes qui sont si importants dans beaucoup de problèmes. Alors il y a des travaux très intéressants dont je ne peux pas parler de tout, mais il y a par exemple les travaux qui sont faits par l'auteur Dietrich Donner, qui est la logique de l'échec, pensée stratégique dans des situations complexes. On y est en plein. Donc on voit, je ne sais pas si c'est Captain America ou Superman qui se lance à l'assaut des villes pour délivrer les gens de l'échec. Hein. Mais c'est très intéressant parce que lui, c'est un psychologue au départ, mais il a quand même des très bons moyens informatiques parce qu'il joue avec des jeux de rôle, ce qu'on appelle des business games, ou ce qu'on appelle aussi des simulateurs de vol, un peu comme entraîner les pilotes. Donc on met les gens, par exemple, dans une situation, mettons, il y a un ancien bourgmestre ici, au moins, qui a géré une ville, et ben voilà, il fait des exercices, il entraîne le bourgmestre pour voir, tu vas être confronté à toutes sortes de problèmes. Il y a des gens qui trouvent qu'il n'y a pas assez de bibliothèque, il n'y a pas assez de livres à la bibliothèque, d'autres, il y a les caca de chiens dans les rues, enfin, tu connais les problèmes. Hein. Et il fait comme ça des jeux de rôle, parce qu'évidemment, c'est très difficile de commettre des erreurs dans la vie réelle, parce que ça pourrait avoir des conséquences. Et puis, on les fait en raccourci, en accéléré, en faisant des simulations. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. C'est un livre un peu touffu à lire, mais qui existe en français, voilà. Hein, voilà quelques exemples qui traitent ici. Donc, c'est par des simulations qui traitent ça. En français, ça s'appelle « Pourquoi les choses vont mal, que faire pour qu'elles aillent bien ». Donc, par exemple, il a essayé de comprendre pourquoi est-ce que Tchernobyl et des choses comme ça, des erreurs d'opérateurs, peut-être qu'il aurait pu faire aussi Fukushima éventuellement. Hein. Bon. Et alors voilà, donc c'est un homme extrêmement intéressant. Si vous avez l'occasion, vous comprenez l'allemand, vous tapez son nom Dietrich Donner, et il y a des conférences qu'on peut suivre. Et moi, j'ai repris en fait certaines idées de ces conférences, en essayant un peu de synthétiser. Il identifie 4 déficiences de la pensée humaine qui sont ici. Je vais passer en revue ces 4-là, parce que je pense que le temps passe, donc je vais un peu accélérer. Donc la première déficience mentale, je dirais psychologique, pour prendre les bonnes décisions face à la complexité, c'est une certaine paresse intellectuelle. Je crois que c'est quelque chose qui est très fréquent. Cette lenteur nous pousse par le souci d'économie et de ressources mentales à la simplification outrancière de situations complexes en la réduisant souvent à un paramètre objet, ami ou ennemi, c'est ce qu'on appelle en anglais un proxy, qui peut prendre une forme obsessionnelle. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des choses comme ça qui sont des choses obsessionnelles. Bon, il y a par exemple le CO2 aujourd'hui. Chez les écolos, ça devient une obsession. Moi, je suis d'accord qu'il y a un problème de changement climatique, je ne mets pas ça en doute, mais ce n'est pas le seul problème de l'environnement. Et quand on les écoute, parfois on a l'air d'entendre que c'est le seul problème qu'il y a. Et donc il faut tout faire, et notamment installer des choses qui ne servent à rien ou pas à grand-chose, en détruisant nos campagnes, pour résoudre ce problème. Alors il y a par exemple le virus
le virus Covid-19. Bon, j'ai un peu hésité à citer ça parce qu'on est encore un peu dans une phase un peu douloureuse. On a quand même mis en priorité avant beaucoup d'urgences hospitalières. Et pour moi, ça c'est une très grave erreur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, donc ce n'est pas l'ennemi quasi unique de la santé. Il y a tous les ans 130 000 morts en Belgique, hein, 120 000, entre 120 000 et 100 de toutes causes confondues, beaucoup de cancers aussi. Donc moi je ne pense pas qu'il... D'accord, c'est sérieux, il faut faire quelque chose, mais de là, voir que c'est là le seul problème. Et alors bien sûr, il y a cet exemple que j'ai évoqué, la lutte. Donc c'est de réduire le problème à quelque chose de, finalement, un problème complexe à quelque chose de simple, parce que tout le monde peut comprendre hein, le danger, etc. Mais voilà, donc on néglige les aspects multiples et les intérêts contradictoires, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts contradictoires, évidemment. On sert certaines personnes, par exemple tous les malades qui ont un cancer, mais peut-être qu'ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller à l'hôpital, j'ai quelque chose. Hein. Voilà, et on extrapole aussi l'expérience qu'on a du passé, c'est cette méconnaissance aussi de ce qui est exponentiel dont j'ai parlé. Et surtout, on ignore les effets collatéraux. Alors la deuxième chose, ça c'est très important aussi, et malheureusement c'est un peu vrai dans nos sociétés, on ne regarde que les succès, on oublie les échecs. On filtre l'information, et ça c'est tout le temps. Hein, il y a de la propagande à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et alors il y a une dynamique de groupe aussi, on est tous ensemble, on crie tous ensemble, mais peut-être qu'on est sur le mauvais chemin, mais on ne s'en rend pas compte. Et alors, si on fait des erreurs, bon, je ne vais pas citer l'exemple douloureux récent, mais si on fait des erreurs, on tend à s'auto-protéger, de dire c'est pas de ma faute, c'est l'autre. On crée un lampiste, hein, ce qu'on appelle parfois aussi un lampiste. Alors j'aime bien la fable de La Fontaine, 1678, c'est pas récent. Il avait déjà dit ça, Arros sur le baudet, c'est vrai, c'est tout à fait voilà. Il faut relire les anciens auteurs, c'est très très intéressant. Alors il y a la mémoire courte, on vous bombarde de trucs, il y a des incendies au Brésil, bon, il y a les inondations évidemment, bon là, okay. La guerre au Moyen-Orient, l'Afghanistan, etc. À un moment donné, on y pense et puis on oublie. Ça c'est la règle, c'est l'esprit humain qui est comme ça. Et heureusement peut-être d'un certain côté, parce que je dirais l'esprit humain, on ne sait plus gérer toutes ces informations. Je veux dire, si on vous apprend qu'il y a eu, mettons, 1000 morts en Chine, quelque part dans une province, parce qu'il y a un barrage qui a cédé, ou 1 million de morts, vous allez, ça ne parlera pas. Par contre, si on vous présente une image d'un enfant de réfugié qui est mort sur une plage, ça va vous parler. Mais, donc c'est notre cerveau reptilien qui est un peu comme ça. Quand il y a des très grandes ordres de grandeur, à la limite, on ne sait même plus de quoi on parle. Donc la recherche de scoop, les inondations incessantes, et c'est vrai que ça peut donner l'idée d'une sorte de résignation. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être être moins bien informé. On n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde entier. Je sais qu'on est dans la mondialisation, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Ça ne sert même pas nécessairement à la solidarité, comme on l'a dit. Alors, on observe, c'est surtout là que je voudrais en venir, dans la complexité dynamique, on ignore ce qu'on n'observe pas. Donc, on ignore tous ces cercles vicieux qu'on pourrait anticiper, mais on ne le fait pas aussi pour paresse intellectuelle. Et parce que souvent, on prend une décision, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Un exemple typique, c'est le cas de l'Allemagne avec ça, ce qu'on appelle Energiewende en Allemagne. Donc c'est la même chose que ce que nous on est en train de faire, la grande erreur qu'on est en train de faire. Ils sont en train de foutre en l'air tout leur système pour tout remplacer par des énergies renouvelables intermittentes et du charbon. Parce que justement, les énergies intermittentes ne peuvent pas fonctionner si on n'a pas un appareil. Comme on a supprimé les réacteurs nucléaires, on va supprimer les derniers qui restent, encore à peu près, c'est plus 6 gigawatts, je crois, à peu près le programme belge. Eh bien, on va mettre quoi à la place? Du charbon, peut-être du gaz venant de Russie. Alors bon, c'est pas une très bonne idée. Donc, voilà. Et on ne veut pas, on a des scientifiques qui disent ça ne va pas, c'est pas bon. Mais non, on ne peut pas revenir en arrière. Parce que le politicien, malheureusement, et c'est vrai aussi pour d'autres personnes, d'autres décideurs, a peur de perdre la face. Il ne va pas aller dire je me suis trompé. Or, il faudrait qu'on ose dire il n'y a que les idiots qui ne se changent jamais leur opinion. Et justement, dans des processus dynamiques, on devrait être prêt à revoir sa position.
Alors, alors je dis quand même quelques mots de l'éthique, je m'aperçois que le temps passe. L'éthique, évidemment, c'est devenu quelque chose de difficile dans le monde actuel, parce que quand vous achetez, mettons, des jeans, vous n'êtes pas sûr que ce n'est pas un atelier quelque part au Bangladesh ou en Chine avec le travail des enfants, tout ça a été produit avec des salaires misérables, etc. Donc on ne sait pas. Donc à un moment donné, il faut quand même faire l'impasse en quelque part. Mais surtout, il faut quand même un peu méditer qu'il ne faut pas vouloir faire l'ange alors qu'on est une bête. Alors, nous, on a développé à l'ULB-VIB, on avait un petit peu réfléchi à tout ça. On a, en fonction donc aussi des 4 résultats de Deurne, on avait développé une série, ce que j'ai appelé des vertus, c'est peut-être un grand mot, un peu selon le terme d'Aristote aussi. Aristote, rien de trop, parce qu'il faut garder, je pense, un juste milieu. Et voilà ce qu'on avait proposé avec mon professeur, qui est maintenant qui a 10 ans plus que moi, donc on est tous pensionnés. On avait préparé ici un certain nombre de vertus, ce qu'on appelle des vertus. Donc la perspicacité, la lucidité, l'humilité, ça c'est très important. Donc ça s'attache chaque fois à un défaut, un des 4 défauts qu'on a donnés. La faculté de se remise en question, ça c'est des politiques, ça c'est rare. Face à l'arrogance, l'hypocrisie, la recherche de pouvoir, la spéculation, parce qu'on a vu les idiots utiles qui créent des marchés, etc., donc pour d'autres personnes. La mémoire courte, l'empathie, je crois que c'est difficile. Enfin, ça a l'air d'être un peu des lieux communs, mais je crois que c'est important. Et alors, pouvoir anticiper sans être inondé nécessairement d'informations. Donc, et ça fait partie aussi de la faculté de pouvoir revenir sur sa position. Alors voilà, ça c'est ce qu'on avait fait à l'ULB. Donc, on a donné un cours qu'on appelle de dynamique des systèmes, donc pour penser système, pour essayer de développer ses qualités. Donc avec des modèles, on a pris des exemples. Par exemple, on a traité la crise des subprimes aux États-Unis. On a créé le problème des pensions. On a aussi parlé justement d'indexation des salaires, dont j'ai parlé. Beaucoup de problèmes, une 50aine de problèmes différents, tous actuels, et donc par des méthodes systémiques. Et alors il y a un article. Lorsque vous verrez, vous pourrez peut-être vous connecter. Donc j'ai un article avec le professeur Brahms avec qui j'ai travaillé, à la VIB surtout, mais aussi à l'école, donc à l'école polytechnique à Bruxelles, on a développé ça. Alors tout ça, ça repose un peu sur ces systèmes, donc comme la 5e discipline de Senge. Ici c'est John Sterman, donc, qui est un professeur du MIT. Au MIT, c'est obligatoire pour tous les étudiants, y compris les ingénieurs. Donc il y a un cours de système. Alors que chez nous, il n'y a plus rien. Enfin, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un peut me démentir. Je pense qu'en Belgique, peut-être à la KUL, il y a peut-être encore quelque chose, mais il n'y a plus de cours qui est enseigné. Moi, je suis pensionné depuis l'année passée. Enfin, j'ai dépassé largement l'âge. Mais aux États-Unis, c'est très vivace encore. Bien qu'apparemment, certains politiciens, comme Trump par exemple, n'ont pas utilisé la dynamique des systèmes. En Suisse, aux Pays-Bas, il y a beaucoup de gens, au Danemark, etc. Mais bon, voilà. Alors, voilà, c'est un outil, je mets la référence, quelqu'un peut peut-être si ça intéresse. Alors, il y a par exemple à l'école à Saint-Gallen, donc en Suisse alémanique, une école, c'est aussi une business school finalement. Ils ont beaucoup utilisé ça donc pour agir, non seulement pour éduquer, donc il y a l'aspect éduquer, donc éduquer qui les jeunes, les futurs décideurs, mais aussi l'appliquer à des problèmes pratiques, la gestion d'un hôpital, maison d'édition des entreprises, etc. Donc c'est quelque chose que je n'insiste pas, mais vous pourrez lire si vous regardez les slides après, vous pourrez lire. Alors finalement, j'ai plus grand chose pour dire pour les algorithmes. J'ai encore le temps, quelques minutes. Les algorithmes, bon, je ne vais pas en dire énormément de choses. Donc, les algorithmes, c'est quoi finalement? C'est un peu des recettes de cuisine, finalement. Si vous avez une calculette, donc calculer un logarithme, par exemple, je trouve peut-être un exemple compliqué, même une multiplication, une racine carrée, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on appelle un software, dans le jargon. Donc, ce sont des logiciels, finalement, qui font tourner des machines, des hardware, ça peut être des robots éventuellement. On appelle un robot à soigner des vieilles personnes dans un hôpital. Bon, ça c'est de l'intelligence
peut-être aussi de l'intelligence artificielle. Alors ça existe depuis très longtemps. Moi, je fais des algorithmes depuis 40 ans, quoi, pratiquement. Parce que j'ai fait de la recherche opérationnelle, comme on l'a dit. Et donc, par exemple, un algorithme, c'est celui du thermostat. Le thermostat, donc, qui est en fait une boucle négative, puisque c'est une boucle de contrôle. Donc, vous mesurez la température, vous la comparez à la température de consigne, et vous mettez en route la chaudière ou bien l'air conditionné selon la température que vous avez. Donc, si vous regardez, il y a un signe moins, donc c'est une boucle négative. Et alors, ici, si on fait. Donc, on a la température de consigne, mettons 21 degrés. Ici, dans une pièce, on est à 15, grâce au thermostat au monde. Alors, aujourd'hui, c'est devenu, évidemment, des objets connectés. On peut lancer par Internet, enfin, moi, je ne sais pas le faire, mais il paraît qu'il y a déjà ce qu'on appelle les objets connectés. Je ne connais pas très bien, mais bon, qu'est-ce que c'est? C'est de l'intelligence artificielle. Maintenant, ce n'est pas vraiment de l'intelligence. Parce qu'il faut bien dire que ce n'est pas de l'intelligence, c'est une puissance de calcul. Et qui a écrit les algorithmes, ce sont quand même des opérateurs humains. Alors maintenant, il y a des gens qui pensent qu'un jour, les machines, les robots pourront écrire eux-mêmes des algorithmes. Moi, je ne crois pas personnellement. Donc les algorithmes, c'est quelque chose de fantastique. Moi, je trouve qu'on vit une époque formidable. Les GPS, par exemple, c'est fantastique. Se trouver son chemin. On était à Paris il y a quelque temps, impossible de s'y retrouver dans la grande banlieue, là. Si on n'avait pas un GPS, on meurt. La conduite assistée, les objets connectés, bon, il y a du bon et du mauvais, évidemment. Mais il faut quand même, si vous lisez Yuval Noah Harari, 21 leçons pour les élèves, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, parce que ça peut quand même s'insérer un peu trop dans notre vie privée. À un moment donné, on va avoir tous ces senseurs biométriques, et alors on va vous prévenir que peut-être vous allez avoir une crise cardiaque, ok, c'est très bien, on va vous prévenir que peut-être vous êtes suspect d'avoir un cancer quelque part, et puis on envoie ça directement à votre société d'assurance. Bon, il y a beaucoup de... Je ne sais pas reproduire tout ce qu'il raconte, c'est très bien écrit avec beaucoup d'humour, mais c'est important. Et donc, il ne faudrait pas non plus que les intelligences artificielles nous subjuguent. Donc ça peut être la meilleure comme la pire des choses, selon les langues des jeux. Alors, les algorithmes, par exemple, je passe très vite ici, ils confondent fréquemment les corrélations, les coïncidences et les causalités. Lorsqu'il y a plus de ventes de crème glacée, il y a plus de débits criminels. C'est quoi? C'est une causalité ou c'est une corrélation, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de... parce qu'on vend plus de crème glacée quand il fait très chaud, et c'est probablement quand il fait trop chaud, quand il y a une canicule, qu'il y a plus de crimes. Donc c'est une corrélation. L'intelligence artificielle ne fait pas la différence. Alors lorsque Nicolas Cage se produit au cinéma, plus d'Américains se noient dans leur piscine. Ça se trouve dans le livre de Reinders, que j'ai évoqué. Bon, ça c'est une coïncidence, je pense. Donc l'intelligence artificielle va vous dire, si vous êtes américain, n'allez pas dans votre piscine quand il y a un film de Nicolas Cage. C'est ça qu'ils vont faire. Donc, voilà. Donc la corrélation, la coïncidence, supplante la causalité, et le marketing, parce que c'est ça finalement, malheureusement, un des résultats de l'intelligence artificielle des algorithmes, c'est le marketing. C'est de pouvoir vous envoyer en permanence, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes connecté à Google Search, on sait exactement où vous avez été, vous avez un Gmail, on sait exactement le nombre d'heures que vous avez passé dans un magasin de sport ou même dans un sex shop peut-être, je dis quelque chose, mais on vous envoie des masses de réclames. C'est ça qui se passe. Enfin, c'est un peu... Et donc, ce qu'on dit, même quand on ne comprend pas, on peut agir. Et c'est ça qui est dramatique avec cet outil qui est merveilleux. Alors ici, j'ai un texte de l'Université de Liège, dont je ne connais pas l'année, ce sont deux chercheurs qui disent, voilà, donc quand on est dans le business du marketing, les méthodes non causales sont imbattables, donc on ne sait pas, c'est peut-être des coïncidences ou que vous avez acheté vous avez une Renault rouge, d'aller au cinéma tel jour, mais ça ne fait rien. Pour le marketing, on ne se préoccupe pas de ça. Donc on n'essaie pas de tirer des causalités à partir de données aussi qui reflètent le passé, parce que le futur n'a peut-être rien à voir avec le passé. Ça peut être tout à fait différent demain dans un monde complexe.
Hein. Donc ça, ce sont toutes les limites de ces... Alors ici, je vais peut-être passer assez vite. Donc en fait, je crois, si certains d'entre vous ont des craintes que les robots prennent le pouvoir, etc., les algorithmes prennent le pouvoir, ce ne sera que si on le veut bien. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas intelligents. En fait, on confond souvent, il y a plein de bouquins là-dessus, hein, on confond l'intelligence avec la conscience, c'est pas la même chose. Hein, nous sommes conscients, hein, on a peur de la mort, par exemple, donc beaucoup de nos actions sont dirigées aussi dans un instinct de survie. Un robot n'a pas ça, il s'en fout hein, complètement. Donc voilà. Donc, et aussi parce que nous procédons pour induction plutôt que par déduction dans beaucoup de choses. La différence est assez claire. Hein. En fait, l'intelligence artificielle, ce sont ce qu'on appelait dans le temps des systèmes experts. Mais le mot système expert n'est plus sexy aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé sur les systèmes experts dans le temps, au début de ma carrière, il y a 30 ans. C'est tombé en désuétude, parce que c'était pas un beau mot. On préfère intelligence artificielle, mais c'est la même chose. Alors on parle, il y a les réseaux neuronaux qui avaient aussi disparu à un moment donné, qui n'ont rien à voir avec les réseaux neuronaux. Et donc on se base sur ce qu'on appelle les big data, et alors c'est là qu'on peut observer certaines conclusions. Donc d'analyse de données générales, on passe au particulier. Hein, alors si par exemple, alors il y a des tas de gens qui travaillent avec ça. Hein, il y a ce qu'on appelle les esclaves du clic. Donc, ils sont payés des centimes pour aider, par exemple, Google et toutes les GAFA en général, ils travaillent avec des milliers de gens qui... Donc, l'intelligence, en fait, artificielle, elle vient au bout de course. Il y a des milliers de gens qui rassemblent des données, qui sont payés un cent de dollars, par exemple, pour une information, hein, qui n'arrivent même pas à boucler leur fin de mois avec ça. Alors, ils sont là, par exemple, la reconnaissance qu'on appelle le deep learning, hein, présente des images. Je ne vois pas très bien l'intérêt, mais c'est vrai, ça peut avoir un intérêt. Est-ce que c'est un chat ou un chien ou c'est la grand-mère? Bon, ok. Alors, il suffit par exemple que... Alors, on compare à des millions, parce que la puissance des big data et de l'intelligence artificielle, c'est la puissance de calcul phénoménale qu'on n'avait pas encore il y a 15 ans. Hein, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc, par exemple, si le chien il a un nœud sur la tête, à la limite, on ne va pas le reconnaître. On croit que c'est la grand-mère. Bon. Attendez, effectivement, l'être humain ne travaille pas comme ça, pas du tout. Il ne travaille pas par des big data où on dit est-ce que ça c'est un chat ou un chien. On a une perception mentale qui est tout à fait différente. Et d'autre part, et ça c'est la démarche de l'intelligence humaine, c'est l'induction par rapport à la déduction donc de l'intelligence artificielle des systèmes experts. Hein, par exemple, Newton a observé qu'une pomme tombe, donc c'est un événement particulier. Et il dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a la gravitation universelle. Donc, on peut trouver deux. Alors, par exemple, on observe que dans un triangle plan, la somme des angles, c'est 180 degrés. Hein, ça, vous savez, de la géométrie classique. Ah, ok. Et alors, il y a un théorème, hein, on vous a obligé de démontrer. Euclide a déjà trouvé la démonstration. L'intelligence artificielle est absolument incapable de trouver ça. Elle va aller tester tous les ans, elle va dire « Ah oui, ok, j'ai testé 1 milliard, 10 milliards de triangles, c'est chaque fois dans 80, mais il ne va pas trouver la propriété, sauf si on l'a soufflé par une règle, hein, par une règle de déduction. Hein. Alors bien sûr, on peut se tromper, et donc ça c'est à la base justement de ce qu'on appelle la réfutabilité, bon je n'insiste pas, mais c'est quelque chose de très puissant qui est la démarche scientifique. Donc si vous trouvez une propriété, où il y a un seul contre-exemple, ben c'est pas bon. Alors, par exemple, la théorie de Newton, la gravitation, elle n'est pas bonne dans tous les cas, puisque parfois c'est la gravitation, c'est la relativité générale qui s'applique. Donc, il y a des exceptions. Donc, il faut nuancer. Il faut pouvoir réfuter éventuellement une théorie pour la remplacer par une autre. Ok. Donc, on ne remplacera jamais l'intelligence humaine, sauf si on est d'accord de le faire, quoi, de livrer toutes nos données, de le laisser conduire, etc. Parce que sur le plan des qualifications des vertus éthiques, il n'y a rien qui correspond, il n'y a rien. La seule chose, c'est peut-être que bon, l'intelligence artificielle n'est jamais fatiguée, hein, ne dit pas moi j'en ai marre de faire un calcul, etc. Hein, c'est peut-être la seule chose. Sinon, tout le reste, la compréhension de la dynamique, c'est absent. On ne va jamais aller trouver les effets pervers par soi-même, sauf si on les a dictés dans les algorithmes qui sont écrits par des êtres humains.
Les réseaux neuronaux qui n'ont rien à voir avec les réseaux neuronaux, ce sont en fait des boîtes noires qui ignorent en fait les structures dynamiques, hein, qui n'ont aucune structure. Voilà, alors voilà, ben, je termine ici. Donc je voudrais vous dire, je ne sais pas très bien quoi dire à la fin, je voudrais vous rappeler donc quelques paroles de Clémenceau. La parole de Clémenceau, c'est trop grave, va être confiée à, vous ajoutez après le pointillé. Alors, osez penser, et ne recourez pas trop à vos smartphones, vous voyez ici en haut. L'homme n'est ni ange ni bête, donc l'enfer est pavé de bonnes intentions, faites attention. L'excès en tout, ça je crois que c'est très important, l'excès en tout, l'excès est un vice. Et ça c'est un peu comme Aristote qui disait, rien de trop. Hein. Il faut garder un juste milieu. Les machines, là, ces robots, c'est formidable, on peut faire des trucs, les smartphones, les GPS, etc. C'est fantastique, hein. Nos ancêtres s'y revenaient, ils tombent là à la renverse. Mais il faut bien les utiliser. Si on les utilise trop, c'est pas bon. Donc il ne faut pas devenir les esclaves, et je cite encore Harari, ce ne sont pas les robots qui vont prendre le pouvoir un jour, mais leur maître pour nous contrôler sans répit par les algorithmes, si nous le voulons bien. Hein, donc lisez peut-être aussi Harari, c'est intéressant. Alors il y a quelques référents, si les slides après apparaissent, peut-être que vous pouvez alors aller voir. Moi je vous conseille quand même de lire certaines choses, c'était très intéressant. En plus des références qui sont dans le... Voilà, alors ça c'est mon email si jamais vous voulez me questionner. Je ne sais pas si on a encore le temps de poser des questions. Okay, voilà, merci.